Le conflit au Moyen-Orient semble jusqu'à présent se transformer en une guerre d'usure. Les deux camps s'attaquent et se bombardent mutuellement. On peut voir la dévastation en Iran et en Israël. Nous n'avons pas beaucoup d'images provenant d'Israël, en raison de la censure. Toute la région, y compris les États arabes du Golfe Persique, a été fortement influencée par la guerre, car les Iraniens affirment que les États-Unis utilisent leur territoire pour attaquer l'Iran, et certaines bases ont été détruites. Par exemple, on peut voir que les systèmes THAAD, 4 d'entre eux, ont été détruits. Si vous vous souvenez, pendant la guerre en Ukraine, les États-Unis n'envisageaient même pas d'y envoyer le système THAAD. Beaucoup de gens se demandaient si les États-Unis allaient envoyer ces systèmes. Mais jusqu'à présent, nous en avons vu 4 détruits, ainsi que les radars et tout le reste. En regardant la situation actuelle et la manière dont l'administration Trump semble penser qu'elle peut choisir le prochain guide suprême de l'Iran, nous avons appris hier soir que le nouveau dirigeant, le nouveau guide suprême de l'Iran, serait Sayyid Mojtaba Khamenei, le fils de l'ayatollah Ali Khamenei. C'est un message direct adressé à l'administration Trump, car son père, sa mère, sa sœur et son beau-frère ont tous été assassinés lors de l'attaque israélo-américaine contre la maison du guide suprême de l'Iran. Quelle est votre compréhension de la situation actuelle? Eh bien, en réalité, nous assistons à quelque chose que nous avions déjà anticipé l'année dernière. À l'époque, nous avions une sorte de guerre d'usure à petite échelle. Et souvenez-vous, pendant cette soi-disant guerre de 12 jours, nous avions déjà constaté un effet d'usure sur Israël, car tout s'était en fait arrêté à la demande d'Israël. Cela signifie, et vous vous souvenez des images et des vidéos que nous avions à l'époque, que le dôme de fer et les autres systèmes antibalistiques n'ont pas vraiment fonctionné. Je veux dire, ils ont fonctionné, mais les Iraniens avaient une stratégie consistant à cibler les systèmes de défense aérienne, non pas un seul, mais plusieurs, et ils ont rapidement saturé les défenses aériennes israéliennes. Ainsi, dans les jours qui ont suivi, ils n'avaient plus besoin d'en faire autant. Ils avaient un très grand nombre de missiles, de drones et de missiles de croisière au cours des premiers jours. Mais ensuite, ils ont pu réduire le nombre de missiles car ils n'avaient plus besoin de saturer les défenses aériennes. Leurs missiles pouvaient passer très facilement. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. C'est même, je pense que c'est encore plus spectaculaire que ce que nous avons vu l'année dernière. Parce que, encore une fois, d'après ce que je comprends, avec les informations limitées dont nous disposons en provenance d'Israël, beaucoup de missiles passent. Ce qui signifie qu'après seulement quelques jours, les Israéliens avaient déjà complètement épuisé leur système de défense aérienne. Et cela explique aussi pourquoi les Iraniens n'ont pas besoin d'utiliser autant de missiles, de drones ou d'autres moyens aujourd'hui qu'ils ne l'ont fait dans les premiers jours de leur riposte. Parce qu'au tout début, l'objectif n'était pas d'atteindre une cible en Israël, mais d'épuiser le système de défense aérienne. Et c'est exactement ce que nous observons aujourd'hui. Le résultat, c'est que maintenant, les Israéliens et les Américains en viennent à supplier pour un cessez-le-feu, car ils se rendent compte qu'ils manquent de munitions. Ils ne s'attendaient pas à une telle réaction. Aujourd'hui, on dit qu'en Iran, les stocks de missiles et autres ont été reconstitués. Mais en réalité, je ne sais pas exactement quel est l'état de leurs réserves de munitions. Le fait, ils sont encore capables d'infliger de graves dommages à l'économie israélienne. Nous voyons donc exactement le même schéma d'usure que l'année dernière. La différence aujourd'hui, et cela ne fait pas encore 12 jours, c'est que nous en sommes à environ 8 ou 9 jours depuis le début de cette guerre.
Nous n'avons pas encore atteint le 12e jour, mais nous pouvons déjà constater les effets de l'usure. La différence aujourd'hui, c'est que je ne vois aucune volonté de la part des Iraniens d'interrompre leur riposte avant d'avoir atteint leur objectif. Non pas la destruction totale des Israéliens eux-mêmes, mais celle des capacités israéliennes, ainsi que des capacités américaines dans la région. C'est mon opinion personnelle. On peut interpréter cela de différentes manières, selon la façon dont ils définissent la destruction de ces capacités. Mais aujourd'hui, le problème est que l'Iran a déjà subi 3 attaques différentes avant celle-ci. Et à chacune de ces 3 occasions, il y a eu une négociation, un cessez-le-feu, avec l'idée que les hostilités ne reprendraient pas. Je vous rappelle qu'en janvier de cette année, Israël a demandé à la Russie de servir de médiateur pour conclure un accord entre Israël et l'Iran visant à établir une sorte de pacte de non-agression entre les deux. Et l'Iran a réagi positivement à cette idée, bien que, selon le Washington Post, il ait été très sceptique quant à la sincérité de la demande ou de l'initiative israélienne. Et en réalité, ils avaient raison, car apparemment cette demande est intervenue au moment même où les États-Unis envoyaient ou faisaient passer clandestinement des armes en Iran, faisaient entrer des terminaux Starlink en contrebande et tentaient de favoriser une insurrection dans certaines régions du pays avec des agents infiltrés. Ce qui signifie que toute l'idée d'un pacte de non-agression servait évidemment de couverture à d'autres activités clandestines se déroulant simultanément. Nous parlons de janvier de cette année, ce qui signifie que tout cela donne une image d'ensemble. Je ne mentionne même pas ce dont nous avons déjà parlé, les discussions à Genève entre les États-Unis et les Iraniens. Cela signifie aujourd'hui, les Iraniens ont constaté à 3 ou même 4 reprises que tant les Israéliens que les Américains n'agissaient pas de bonne foi lorsqu'il s'agissait de négocier avec eux. Alors pourquoi devraient-ils maintenant compter sur une solution négociée? Ils savent que quoi qu'il arrive, cela reprendra à un moment donné. L'idée aujourd'hui, je pense que c'est plus ou moins le point fondamental, est qu'ils pourront peut-être changer d'avis plus tard. Mais à ce stade, je pense que l'idée est la suivante. Il faut détruire complètement le potentiel israélien. Ils ne détruiront pas tout le potentiel des États-Unis, mais je pense que les Américains sont probablement un peu plus conciliants que les Israéliens à ce sujet. Par conséquent, ils n'ont pas besoin de tout détruire complètement. Je veux dire, ce serait impossible, car l'appareil militaire américain est si vaste et si étendu que je ne m'attends pas à ce que les Iraniens envisagent même une telle idée. Mais en tout cas, ce que veulent les Israéliens et ce que veulent les Iraniens, c'est certainement montrer aux Israéliens qu'ils peuvent détruire complètement leur potentiel. Et avant d'atteindre cet objectif, je ne vois aucune possibilité de solution négociée ou disons de fin à la crise. Nous sommes donc dans une sorte de guerre d'usure. Et comme vous l'avez justement souligné, cette usure touche également le reste du Moyen-Orient. Et l'usure prend là-bas une autre forme, car évidemment les autres pays de la région n'étaient pas directement impliqués dans l'opération. Ils y participaient indirectement, dans la mesure où ils fournissaient du matériel. Disons qu'ils accueillaient, pour ainsi dire, ces bases américaines. Mais il semble à présent qu'au moins certains de ces pays arabes réalisent qu'être un allié des États-Unis est toxique, car les États-Unis attirent la guerre. Ils la provoquent, mais ils la tirent aussi sur leur propre territoire. Et il y a autre chose. Au-delà du fait que les États-Unis attirent la guerre, ils ne sont pas vraiment un partenaire fiable. Je pense que ce conflit a mis en évidence les failles du système de défense américain, si l'on peut dire. Vous avez mentionné ces failles, ces radars, le radar du système THAAD.
the THAAD system radar, and I think the US has Et je pense que les États-Unis, au total, disposent de 13 systèmes dans le monde, dont 4 ont été détruits au Moyen-Orient. Cela représente donc environ un tiers de la capacité américaine à cet égard. De plus, il y a ce radar d'alerte précoce, l'ANFPS 132, qui est un système stratégique de détection de missiles antibalistiques à longue portée. Le problème, c'est que dans cette région, et cela explique probablement aussi une partie des inquiétudes au sein de l'establishment militaire américain. Jusqu'à présent, les États-Unis n'ont attaqué que des pays qui n'étaient pas vraiment capables de se défendre. Vous vous souvenez peut-être de l'Afghanistan, de l'Irak, voire de la Libye et de la Syrie. Ils disposaient à peine de systèmes de défense aérienne efficaces et de très peu de contre-mesures électroniques. Countermeasures, electronic countermeasures. And you had not also this huge amount of. Et vous n'aviez pas ce grand nombre de missiles, ni tout cet arsenal de drones, des drones sophistiqués. Pour fait, nous ne parlons pas du même type de drones que ceux que l'on voit en Ukraine. Ceux-ci sont bien plus avancés. Je veux dire, les Ukrainiens ont eux aussi des drones sophistiqués, mais pas dans les mêmes quantités. Ici, les drones iraniens sont extrêmement sophistiqués. Et c'est la première fois que les États-Unis se retrouvent confrontés, je dirais, à presque un pair en termes de force opérationnelle ou de théâtre. Évidemment, les Américains n'étaient pas préparés à cela. Pas plus qu'aucun autre pays du Moyen-Orient. Ainsi, le Moyen-Orient comprend que les États-Unis sont un allié toxique, car ils attirent ce type de réaction. It attracts such kind of reaction. And it's not a reliable partner because at the end of the day. Et ce n'est pas un partenaire fiable, car au bout du compte, sa technologie pourrait ne pas être aussi performante qu'on le prétend. En plus de cela, il constate également que l'ensemble des efforts des États-Unis pour protéger quelqu'un au Moyen-Orient se concentrent sur Israël. Je veux dire, ils n'accordent pas la même importance à leurs alliés arabes qu'à Israël. Donc, en quelque sorte, ce sont des alliés de seconde zone pour les États-Unis. Et c'est exactement ce que montre cette réaction iranienne. Je pense que tout le monde, tout observateur raisonnable ou sérieux, les États-Unis ne sont pas là pour protéger le monde arabe. Ils sont là pour protéger Israël, et ils utilisent le monde arabe pour protéger Israël. Point final. Mais ils ne protègent pas leurs alliés arabes, et cela devrait être clair pour tout le monde. La réaction iranienne le montre parfaitement. En réalité, l'Iran, et le président Pezeshkian lui-même, a déclaré qu'il n'avait rien contre les nations du Golfe et ne souhaitait pas les affronter. Mais ils combattent les forces qui les ont attaquées et doivent donc frapper ces bases. Le problème, c'est que les Américains utilisent ces pays arabes comme sanctuaires pour leurs forces. C'est exactement ce à quoi les Américains s'attendaient. Vous disposez d'une sorte de sanctuaire que l'on pensait hors de portée de l'Iran, parce que l'Iran ne cherche pas à causer de tort. Rappelez-vous qu'à présent, l'Iran fait partie de la Conférence islamique, la Conférence islamique internationale, ce qui signifie qu'il appartient au même cercle. C'est donc aussi un point que les Américains ont probablement mal interprété. Les Iraniens n'ont rien contre leurs partenaires, mais ils comprennent qu'ils sont tenus de se défendre contre ceux qui abusent de cette amitié pour attaquer l'Iran. Et encore une fois, nous ne savons pas exactement quelles en seront les conséquences. Certains disent qu'il sera très difficile pour les États-Unis de reconstruire leurs bases dans ces pays. Je ne sais pas si ce sera le cas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais cela montrera certainement au monde arabe que les États-Unis ne sont peut-être pas, disons, l'allié le plus commode à avoir. Ils abusent de leurs alliés sans les protéger.
Ils ne tiennent pas compte des conséquences de leurs actes. Jusqu'à présent, bien sûr, ils pouvaient utiliser leurs bases pour attaquer l'Irak ou l'Afghanistan, car l'Afghanistan n'avait aucun moyen de riposter. Mais maintenant, la situation a changé, et cela remet en question toute l'idée de ce que signifie être un allié des États-Unis. Nous parlons ici du Moyen-Orient, mais pensez à d'autres pays comme la Finlande et la Suède, par exemple, qui ont changé de politique et abandonné la neutralité pour entrer dans l'OTAN. Ils se trouvent en réalité dans une situation très similaire, car on pense que les États-Unis vous protégeront. Mais ce n'est peut-être pas le cas. Les États-Unis peuvent simplement susciter une réaction de la part d'autres acteurs, la Russie ou au Moyen-Orient, l'Iran évidemment. Le fait d'être un allié des États-Unis fait donc de vous une sorte d'aimant à problème. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les États-Unis ne sont pas là pour défendre vos intérêts, mais les leurs. Et c'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Je veux dire, ils n'essayent pas de défendre le Koweït, Bahreïn ou qui que ce soit d'autre. Ils défendent Israël. Point final. Ainsi, être un allié signifie que les États-Unis agissent toujours en fonction de leurs propres intérêts politiques et non de ceux de leurs alliés. Et c'est exactement ce que nous voyons se refléter au sein de l'OTAN d'ailleurs. Pendant la guerre froide, lorsque l'OTAN a été créée, il y avait évidemment une convergence entre les Européens et les États-Unis en raison de la menace perçue de l'Union soviétique. Et donc, tout le monde a ressenti la nécessité de réagir ensemble face à une menace commune. Leurs intérêts étaient en réalité convergents, non pas fusionnés, mais convergents. Aujourd'hui, nous voyons que les Américains ont une évaluation différente de la situation. Leur problème n'est plus le communisme en Union soviétique, mais la Chine. Ils veulent donc désormais se concentrer sur leurs propres intérêts sans se soucier de ceux des Européens. C'est exactement ce que nous observons aujourd'hui au Moyen-Orient. Être un allié des États-Unis est donc un pari en réalité, et il est probablement plus fiable d'avoir d'autres pays, disons la Chine ou la Russie, pour ne citer que les grandes puissances, comme alliés. Ils ne sont peut-être pas directs. Tout d'abord, ils ne créeront pas de guerre, car ce n'est pas dans leur culture. Et ils ne seront probablement pas directement impliqués dans un conflit, comme on le voit aujourd'hui d'ailleurs. Vous n'avez, du moins à ce stade, ni troupes, ni aviation russe, ni quoi que ce soit d'autre impliqué dans le conflit. Il en va de même pour la Chine. Mais d'un autre côté, ils apportent un soutien, fournissent de l'énergie, car l'Iran a aussi besoin de pétrole, par exemple, ou de la technologie, ou ce type d'aide, et évidemment un soutien politique également. Cela signifie donc probablement qu'il vaut mieux avoir un allié qui ne mettra pas de troupes sur votre sol, mais qui offre un soutien politique fiable, plutôt qu'un allié qui a des troupes sur le terrain, mais ne fournit pas de soutien politique fiable, comme les États-Unis.